8 janvier 2008, Stephenville, Texas. 3 amis profitent d'une belle soirée hivernale dans le jardin. L'amusement ne durera pas longtemps. Steve Allen est pilote à Stephenville. Son ami Mike l'invite, ainsi qu'un autre ami. Ils discutent autour d'un feu et profitent du coucher du soleil. Steve étant pilote, il a l'habitude d'observer le ciel régulièrement. C'est le premier à remarquer quelque chose d'étrange là-haut. Il montre ça à ses amis, Mike et Lance. À l'est, il voit un objet géant avec 4 lumières extrêmement fortes. Steve les compare à la lueur du magnésium tellement elles sont intenses. Les lumières semblent se déplacer à la vitesse de l'éclair. L'objet se déplace extrêmement vite, mais il ne fait aucun bruit. Soudain, les lumières s'immobilisent au-dessus de Stephenville. Une chose étrange se produit à ce moment-là. Les lumières changent de formation plusieurs fois. Les 2 colonnes de lumière se transforment en flammes, puis disparaissent. Elles ne s'effacent pas à cause de la distance, ni comme une traînée d'éclairs. Elles disparaissent totalement d'un coup. Les 3 hommes sont stupéfaits et alarmés par ce qu'ils viennent de voir. Lance est terrifié en voyant ça. Et sans saluer ses amis, il saute dans son camion et démarre à toute vitesse. Steve et Mike se précipitent dans la maison pour avertir Claudette, la femme de Mike. Elle a du mal à croire cette histoire, alors elle prend le téléphone et appelle Lance. Lance répond au téléphone pendant qu'il conduit. Il voit l'objet revenir vers ses amis. Il dit à Claudette de foncer dehors. Cette fois, l'appareil est plus bas et plus près que lors de la première apparition. L'approche paraît personnelle. Ensuite, 2 F-16 arrivent et le poursuivent. Ils regardent avec stupéfaction l'objet et les avions disparaître dans le ciel. C'est le commencement de ce qui deviendra l'un des plus célèbres flaps de l'histoire des ovnis. Année après année, ce type d'apparition se produit régulièrement dans le ciel texan. Pourquoi l'état de l'étoile solitaire attire-t-il autant les ovnis? Le hangar numéro 1 cherche des réponses maintenant. Le MUFON, Mutual UFO Network, ou Réseau mondial d'études des ovnis, est une organisation indépendante qui n'est rattachée à aucun gouvernement. Sa mission consiste à étudier des rapports venus du monde entier signalant la présence d'ovnis. Au cours des 50 dernières années, plus de 70 000 dossiers ont été recueillis et placés sous haute surveillance dans le fameux hangar numéro 1. Pour la première fois, le MUFON autorise l'accès à ces archives. Voici les dossiers du hangar numéro 1. On dit que tout est plus grand au Texas. Les chapeaux, les boucles de ceinture, le bétail et même les apparitions d'ovnis. L'incident de Stephenville, qui commence avec le pilote Steve Allen, n'est pas une exception. Le lendemain des apparitions, Steve fait des recherches pour comprendre ce qu'il a vu. Il contacte en premier l'aéroport de Stephenville pour obtenir des informations. Celui-ci appelle Fort Worth, mais personne n'est en mesure de répondre. Ensuite, Steve contacte la rédaction du journal local pour savoir si d'autres personnes ont signalé des apparitions. Un journaliste décide d'enquêter sur son histoire. Tout à coup, les témoins affluent. Il s'avère que beaucoup de gens ont vu ces étranges lumières cette nuit-là. Les enquêteurs du MUFON entendent parler des apparitions et lancent une enquête. Le téléphone du directeur du MUFON au Texas a commencé à sonner. Tout le monde voulait des réponses. On a envoyé une équipe d'enquêteurs pour interroger les témoins.
17 témoins différents viennent signaler des apparitions. Ce qui me plaît dans l'histoire de Stephenville, c'est que plusieurs témoins voient la même chose. Ils racontent la même histoire et ils font les mêmes descriptions. Ces apparitions sont vues par des policiers, des scientifiques et des civils de tous les milieux sociaux. Pour moi, ces événements sont des parades, des démonstrations, une manière d'attirer l'attention. Armés d'une montagne de déclarations de témoins oculaires, les enquêteurs du MUFON partent à la recherche de preuves concrètes. Comme plusieurs témoins ont signalé des avions pourchassant l'OVNI, les enquêteurs se tournent vers les militaires afin d'obtenir des réponses. Stephenville est à proximité de 3 bases de l'armée de l'air. Les habitants sont habitués à voir et à entendre des avions militaires. L'armée est contactée, mais elle nie avoir eu des avions dans la zone et elle nie être au courant d'activités inhabituelles. Compte tenu des réponses militaires évasives, les enquêteurs du MUFON inspectent les données des radars locaux. Les enquêteurs du MUFON obtiennent les données des radars se trouvant dans cette zone, par le biais de l'administration fédérale de l'aviation. Les informations qu'ils découvrent sont stupéfiantes. Les données des radars prouvent la présence d'objets non identifiés au moment des apparitions. Mais ce n'est pas tout. Elles révèlent aussi une cible potentielle. Un OVNI se dirige vers l'espace aérien réglementé. Et ce n'est pas n'importe quel espace aérien réglementé. C'est celui où se trouve le Crawford Ranch, qui est la seconde résidence du président Bush. Qu'est-ce que cet ovni fait là? S'intéresse-t-il particulièrement au président Bush? Les données des radars pour la nuit du 8 janvier 2008 montrent également un nombre inhabituel d'avions militaires dans ce secteur. Elles ne révèlent pas 1 ni 2, mais 10 avions militaires dans le ciel, au moment où se produisent ces apparitions. D'abord, l'armée nie avoir eu des avions en vol dans le secteur, et il nie être au courant d'activités anormales. Suite aux preuves indéniables, elle revient sur sa déclaration et confirme avoir eu des avions dans la zone, précisant qu'ils effectuaient des entraînements. Les avions militaires ont-ils été envoyés pour protéger le ranch du président? Les pilotes savent que s'ils survolent la zone aérienne réglementée, ils risquent d'être déroutés ou même abattus. L'objet se déplace tellement vite qu'en un instant, il se retrouve dans l'espace aérien réglementé. Cet ovni était-il dangereux? Les avions militaires ont-ils été envoyés pour assurer la sécurité? Ou y a-t-il une autre raison qui explique que l'ovni et les avions volaient au même endroit, au même moment? Je ne suis pas surpris. Je sais avec certitude que les avions ont pour mission d'intercepter les ovnis, mais ils n'arrivent pas à s'en approcher suffisamment. Ils sont donc libres d'aller et venir à leur guise. Les avions ont beau essayer de les stopper, ils n'y parviennent jamais. Les événements qui se produisent à Stephenville restent un mystère. Mais en examinant d'autres rencontres extraordinaires au Texas, de nouveaux morceaux du puzzle apparaissent. Des réponses se trouvent peut-être dans un autre dossier texan. Un dossier où les ovnis sont davantage que de simples lumières dans le ciel. Leveland, Texas, 2 novembre 1957. 2 ouvriers agricoles, Pedro Saucedo et Joe Salaz, appellent la police de Leveland pour une apparition d'OVNI. L'agent A.J. Fowler est de service au poste ce soir-là. C'est le début d'une nuit particulièrement étrange. Pedro et Joe conduisent vers l'ouest de Leveland quand ils voient un flash de lumière bleue près de la route. Soudain, leur moteur tombe en panne et la voiture s'arrête. À ce moment-là, un étrange objet s'approche d'eux. Quand on s'est approché, les phares se sont éteints et le moteur est tombé en panne. J'ai sauté hors de la voiture tellement j'ai eu peur. J'ai appelé Joe, mais il n'est pas sorti.
La chose est passée au-dessus de moi en faisant un bruit fracassant, qui ressemblait à du tonnerre. La voiture a même tremblé. J'ai senti de la chaleur, et quand je me suis relevé, j'ai vu l'OVNI partir en direction de Leveland. Une fois que l'objet s'éloigne du véhicule, le moteur redémarre. Pedro contacte immédiatement la police. L'agent Fowler prend cet appel pour un canular, et il l'ignore. Mais 1 heure plus tard, il reçoit un autre appel. Jim Wheeler est à l'est de Leveland quand il signale un appareil lumineux en forme d'œuf qui bloque la route. Comme Pedro, il dit que son véhicule est en panne et au moment où il en sort, l'objet décolle et ses lumières disparaissent en même temps. Une fois encore, la voiture redémarre après que l'OVNI soit parti. D'abord, Pedro et Joe. Ensuite, Jim Wheeler. Puis un déluge d'appels. Celui d'un couple marié qui se dirige vers le nord-est de Leveland. Celui d'un automobiliste au nord de la ville. Celui d'un étudiant de l'Université technologique du Texas à l'est de la ville. Le téléphone ne s'arrête plus de sonner. Ils ont tous des histoires similaires. Un étrange objet se trouve sur la route, leur moteur tombe en panne. Une fois qu'il disparaît, les moteurs redémarrent. À présent, la police de Leveland examine sérieusement la situation. L'agent Fowler prévient les autres policiers en service. Le shérif et un de ses adjoints étudient les rapports de Fowler et suivent la trace de l'objet. À 1h30 du matin, ils vivent eux-mêmes une rencontre. Un énorme objet lumineux passe au-dessus de la route, juste devant eux. Les policiers disent que toute la route était éclairée par un appareil ressemblant au soleil. La police de Leveland reçoit au total 15 appels cette nuit-là, et les rapports continuent d'affluer les jours suivants. Les ufologues considèrent le dossier de Leveland comme l'un des plus impressionnants de l'histoire des ovnis. Principalement parce qu'il ne s'agit pas d'une lumière dans le ciel, vue par un ou deux témoins, mais d'un appareil non identifié qui a atterri et interagi avec l'environnement. Ça me fait penser à une arme à impulsion électromagnétique qui est capable d'arrêter des moteurs, mais qui ne tue personne. Les ovnis nous montrent qu'ils sont là. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont là. Le journal local publie l'histoire qui par la suite deviendra nationale. Le projet Blue Book envoie un sergent de l'armée de l'air pour enquêter. Le sergent de l'armée de l'air a entendu dire qu'il y avait eu des orages tôt dans la matinée. Il décide alors de se concentrer là-dessus et annonce que c'est un phénomène de foudre en boule. La foudre en boule est un phénomène météorologique qui existe réellement, mais on est incapable de l'expliquer pour l'instant. C'est une réaction atmosphérique qui se produit généralement au cours d'un orage après la foudre. Comme son nom l'indique, c'est une boule lumineuse, chargée d'électricité et d'énergie. Le meilleur moyen pour se la représenter, c'est d'imaginer une boule plasma du commerce. Seulement, tout le monde n'est pas convaincu par la version officielle de l'armée de l'air. Le docteur J. Allen Hynek était astronome à l'université de Northwestern. Il était également consultant scientifique pour le projet Blue Book. Après avoir effectué sa propre enquête, il a déclaré que les apparitions ne pouvaient pas être attribuées à la foudre en boule. Tout d'abord, une boule de foudre est petite, alors que lors des apparitions, l'objet était suffisamment gros pour bloquer la route. Ensuite, elle n'est pas connue pour avoir la capacité d'arrêter des moteurs de voiture. En dépit de ce que le sergent de l'armée de l'air a entendu, il n'y avait pas de pluie ni d'éclairs dans la région de Leveland au moment des apparitions. Il semble que le rapport militaire ne tienne pas compte de tous les faits. Malgré ces omissions, l'affaire est classée. Au Texas se produisent certaines des apparitions d'OVNI les plus intrigantes. Peut-on déceler une logique particulière derrière ces multiples apparitions ? Un cas en particulier pourrait nous apporter des indices importants.
Lubbock, Texas, 25 août 1951. Vers 21h, 3 professeurs de l'Université technologique du Texas sont dans un de leurs jardins. Il y a un ingénieur chimiste, un ingénieur pétrolier et un géologue. Donc 3 véritables scientifiques. Ces 3 hommes se sont rassemblés pour étudier les météores. Ils sont habitués à observer le ciel. Soudain, ils voient entre 20 et 30 lumières brillantes de la taille d'une assiette qui volent en formation en V. Les objets se déplacent vite dans le ciel. Ils excluent immédiatement des météores. Pendant qu'ils discutent de ce que ça peut être, un autre groupe de lumières, similaire au premier, passe au-dessus d'eux. Les professeurs se tournent vers l'armée de l'air pour obtenir des réponses. Ils vérifient auprès de l'armée, mais aucun avion n'était en vol cette nuit-là. Ne sachant pas quoi en penser, ils proposent leur histoire au journal local. Une fois que leur histoire est publiée dans le journal, de nombreux témoins se présentent avec des histoires similaires. Des lumières très fortes, volant en formation en boomerang dans le ciel, sans faire de bruit. Les apparitions continuent de août à novembre 1951. Les professeurs sont intrigués et décident d'approfondir leur enquête. Ils organisent un groupe de surveillance ainsi qu'un calendrier pour observer le ciel. Entre l'apparition initiale d'août et celle de novembre, des centaines de témoins voient des apparitions à Lubbock, jusqu'à 3 la même nuit. Ensuite, dans la nuit du 30 août, une nouvelle preuve de l'existence des lumières de Lubbock est recueillie. Carl Hart Jr., un étudiant de l'Université technologique du Texas, décide de photographier ces lumières. Il a vu 2 apparitions cette nuit-là, une à 17h30 et l'autre à 22h30. Il les prend en photo avec son appareil 35 mm. Sur chaque cliché, on peut voir une vingtaine de lumières en formation en boomerang. Le journal publie les photos et elles commencent à circuler à travers le pays. Quand j'étais enfant, les premières images des ovnis que j'ai vues étaient celles des lumières de Lubbock. Je trouvais ça fascinant. L'armée de l'air finit par mettre la main sur les photos. Elles sont données au capitaine Edward Ruppelt. Il est capitaine dans l'armée de l'air américaine, mais il est plus connu comme l'homme à la tête du projet Blue Book. Il y a eu différentes commissions d'enquête sur les ovnis depuis 1947. La première s'appelait le projet Sign et a été effective jusqu'en 1949. Elle a été suivie par le projet Grudge, qui est devenu en 1952 le projet Blue Book. Le capitaine Ruppelt travaille alors pour le projet Grudge. Il se rend à Lubbock pour mener une enquête approfondie. Il trouve un homme qui dit avoir vu une nuit un réverbère nouvellement installé dans la ville, reflétant de la lumière sur les ventres blancs des oiseaux qui volent au-dessus. Ruppelt et l'armée de l'air sautent sur l'occasion pour annoncer que ce phénomène naturel explique les apparitions. Il publie une déclaration disant que le réverbère nouvellement installé se reflète sur le ventre des oiseaux volant au-dessus. L'affaire est classée. Afin de confirmer cette théorie, un photographe du journal tente de recréer les clichés de Hart avec des oiseaux volant au-dessus de la ville la nuit. Ces photos ne ressemblent pas à celles de Hart. La réflexion sur les oiseaux est trop faible pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Un garde-chasse fédéral de la faune sauvage écarte également la piste des oiseaux. Il note qu'ils volent à 80 km/h, nettement plus doucement que les mouvements des lumières, sans parler du fait que les battements d'ailes des oiseaux sont bruyants. Les habitants de Lubbock ne sont pas non plus satisfaits par la version de l'armée de l'air et exigent des réponses. En creusant, les enquêteurs du MUFON finissent par faire des découvertes choquantes. En 1971, à la conférence du MUFON du Midwest sur les ovnis, une présentation a été donnée sur la façon dont le gouvernement gère les dossiers d'ovnis. Il s'avère que parfois le projet Grudge crée 2 rapports différents pour une même affaire. Un rapport secret et un rapport public. C'est ce qu'ils ont fait pour le dossier des lumières de Lubbock.
Le rapport public dit que ces lumières n'étaient que la réflexion d'un réverbère sur des oiseaux. Mais le rapport secret dit tout autre chose. Il dit qu'il est impératif de découvrir de quoi il s'agit. Le rapport officieux révèle les découvertes du reporter photo et du garde-chasse. Sa conclusion est que les objets des clichés de Hart ne sont pas des oiseaux. C'est assez troublant quand on y pense. Le gouvernement dissimule des informations à la population. Les différents dossiers texans commencent à révéler certaines similitudes, tandis que les enquêteurs du MUFON poursuivent leurs recherches. Le hangar numéro 1 ouvre ses dossiers concernant les cas les plus extraordinaires du Texas. L'incident suivant pourrait bien être le plus choquant de tous. Hoffman, Texas, 29 décembre 1980. Betty Cash, Vicky Landrum et Colby, son petit-fils de 7 ans, rentrent pour le dîner. À 21h, elle se trouve sur une route déserte, au milieu d'une forêt dense de Hoffman. Elle remarque une lumière au-dessus des arbres. Elle pense automatiquement que c'est un avion en approche de l'aéroport intercontinental de Houston. Quelques minutes plus tard, la lumière est plus proche et plus forte. Un objet en forme de losange géant plane à la hauteur des arbres, juste en face d'elle. Il est éclairé par des lumières et des flammes sortent de sa base. Il dégage une chaleur atroce. Betty et Vicky sortent de la voiture pour inspecter l'objet. Colby est terrifié. Alors Vicky retourne vite dans la voiture pour le réconforter. Mais Betty reste dehors, hypnotisée par cette apparition bizarre. La chaleur qui se dégage de l'appareil est intense. Betty a dû utiliser sa veste pour éviter d'être brûlée par la poignée de la portière. Soudain, de nouveaux appareils apparaissent. Un groupe d'hélicoptères Chinook CH-47 encercle l'objet en formation serrée. Betty et Vicky les regardent s'éloigner ensemble. Dans cette histoire, il n'y a pas que l'objet volant non identifié. Il y a aussi des objets volants identifiés. Ils sont dans le même périmètre. Les hélicoptères semblent escorter l'OVNI. C'est troublant. Cet incident, qui concernait des extraterrestres, semble maintenant impliquer des extraterrestres et des humains. Malheureusement pour les témoins, les choses ne s'arrêtent pas là. Les trois souffrent de nausées, de vomissements, de diarrhée, d'asthénie et de brûlures aux yeux. Vicky continue d'avoir des absences au quotidien. Betty, qui a passé plus de temps à l'extérieur de la voiture, voit, elle, ses symptômes empirer. Betty est hospitalisée plusieurs semaines. Elle ne peut pas marcher. Elle perd des lambeaux de peau et tous ses cheveux. Elle a des grosses cloques douloureuses sur la peau et ses yeux sont gonflés. Betty et Vicky se tournent vers plusieurs organisations d'études des ovnis pour obtenir de l'aide, y compris le MUFON. Le MUFON a soumis leurs dossiers médicaux à un radiologue, qui, après les avoir examinés, a dit que les patientes souffraient de lésions secondaires dues à des radiations ionisantes, et même peut-être des composants infrarouges et ultraviolets. Cet objet volant, qui est probablement un ovni, a une source d'énergie très forte, très puissante. Je suppose qu'il utilise des dispositifs semblables à nos réacteurs nucléaires, mais conçus différemment. Des radiations pourraient s'en échapper et avoir de terribles effets sur les gens qui y sont exposés.
Les cellules seraient attaquées, d'où les chutes de cheveux ou bien pire, les cancers. Quelques mois plus tard, Vicki Landrum et son petit-fils rencontrent par hasard un autre témoin présumé. Vicki et son petit-fils voient un hélicoptère CH-47 atterrir à Dayton. Ils ont l'opportunité d'approcher l'hélicoptère et de discuter avec le pilote. Celui-ci fait un commentaire intéressant. Il dit à Vicki qu'il était présent près de la ville d'Hoffman pour aider un ovni en difficulté. Elle lui explique qu'elle est ravie de le rencontrer parce qu'elle fait partie des personnes brûlées par cet ovni. Quand le pilote entend ça, il se braque, les fait sortir de l'hélicoptère et refuse de leur dire un mot de plus. Betty Cash et Vicki Landrum décident qu'il est temps de s'adresser directement au gouvernement. La présence des hélicoptères Chinook suggère qu'une unité militaire a un lien avec cet ovni. Pourtant, lorsque l'inspecteur général de l'armée interroge Betty et Vicki, il leur précise qu'il n'y a aucune preuve que ces hélicoptères appartiennent à l'armée de l'air. Finalement, elles engagent un avocat, portent plainte contre le gouvernement américain et réclament 20 millions de dollars. Les enquêteurs font leur possible pour découvrir la provenance des hélicoptères. Mais aucune base près de Houston ne confirme avoir eu d'appareils en vol cette nuit-là. La seule base qui admet avoir une flotte d'hélicoptères est celle de Gray Army Airfield à Fort Hood. Les poursuites de Betty et Vicki contre le gouvernement américain n'aboutissent pas. En 1986, l'affaire est rejetée par le juge de la Cour fédérale américaine, qui prétend manquer de preuves. Les hélicoptères n'appartiendraient pas au gouvernement. Les officiers militaires témoignent que l'armée de l'air ne possède pas d'avion en forme de losange. L'affaire est classée, mais des questions subsistent. Les hélicoptères faisaient-ils partie d'une opération militaire classifiée destinée à intercepter des ovnis? La réponse se trouve-t-elle à Fort Hood, Texas, la plus grande base américaine de l'armée de terre? Été 1975. Un pilote, posté à Fort Hood, pour une unité de renseignement de l'aviation, roule en direction de la base en compagnie d'un ami. Il est 22 heures. Malgré le mauvais temps, le pilote voit dans le ciel au-dessus de Fort Hood plusieurs hélicoptères militaires. Il rentre à la base, mais ils ne sont pas seuls. Ils encerclent ou escortent un appareil. Il n'a jamais rien vu de semblable. Il est lui-même pilote d'hélicoptère. Il sait donc à quoi il ressemble. Et il est certain que ce gros appareil, en forme de disque avec une lumière rougeâtre, n'est pas un hélicoptère. Le lendemain, en rentrant à la base, il demande à son ami qui travaille à la tour de contrôle s'il est au courant de quelque chose. Il lui répond que personne ne sait quoi que ce soit. Alors il s'adresse aux autres pilotes. Ils n'ont pas l'air d'en savoir plus. Ça lui paraît vraiment bizarre. D'habitude, quand quelque chose arrive, ça fait le tour de la base en moins de 2. Mais dans ce cas précis, personne ne semble être au courant. Finalement, après avoir demandé à droite à gauche, un de ses amis pilotes lui dit qu'il ferait mieux de ne plus poser de questions s'il tient à garder son emploi. Les hélicoptères vus par Betty et Vicki ainsi que le pilote militaire faisaient-ils partie d'une opération OVNI top secrète menée depuis la base de Fort Hood? De nombreux témoins ont signalé avoir vu des hélicoptères escorter des ovnis dans et autour de Fort Hood. Pourquoi les ovnis continueraient-ils à venir dans cette zone? Une autre question se pose. Les militaires travailleraient-ils en partenariat avec les extraterrestres? Un journaliste, filmant une séquence à Fort Hood, apprend qu'il existe une unité d'hélicoptères en charge des ovnis appelée Blue Boys. Les Blue Boys opéraient depuis Gray Army Airfield, dans la base de Fort Hood.
Cette unité d'hélicoptères pourrait être responsable des escortes et des transports des ovnis, les stockant même sur la base. Si les Blue Boys transportent des ovnis à Fort Hood, où peuvent-ils les stocker? Gray Army Airfield est un entrepôt top secret composé de nombreux tunnels souterrains servant à l'origine pour stocker des armes atomiques. Il serait idéal pour cacher des ovnis récupérés. Et qui sait ce que les militaires font avec ces ovnis? On a le témoignage d'un individu qui travaille dans un bunker souterrain de Fort Hood. Il a déclaré « La technologie utilisée dans ces sous-sols fait penser à un film de science-fiction. Tout ce qu'ils savent et ce qu'ils font dans cette zone est incroyable. » La question est, cette technologie est-elle la nôtre ou celle des extraterrestres? Je pense que les militaires ont des interactions avec ces entités, comme ces histoires le disent. Mais ce n'est sûrement pas tout. Ça cache sûrement d'autres choses. L'armée américaine a-t-elle un centre secret de recherche sur les ovnis à Fort Hood? Et pourrait-il être lié à ces récurrentes apparitions d'ovnis au Texas? Les plus fréquentes apparitions massives d'ovnis au Texas se produisent dans un périmètre qu'on appelle le corridor. C'est là que va se produire l'une des plus extraordinaires apparitions vécues par les militaires. Printemps 1949. Le ciel au-dessus de Camp Hood, aujourd'hui appelé Fort Hood, est rempli d'objets inhabituels. Fort Hood serait la première base militaire où des ovnis ont été détectés. En 1949, entre le mois de mars et de juin, l'entrepôt hautement sécurisé de Camp Hood connaît un nombre record d'apparitions d'ovnis. Plus d'une centaine de militaires signalent des objets volants lumineux étranges, aux formes différentes, dans les alentours. En 1949, Camp Hood est un des 3 sites de stockage d'armes nucléaires. La sécurité dans cette zone est fondamentale. La situation étant critique, une conférence de haut niveau est organisée à Camp Hood pour trouver une solution. Sont présents la 4e armée, l'armée de l'air, le bureau des enquêtes spéciales, la FOSI, l'ONI et le FBI. En dépit de l'urgence de la situation, les représentants du gouvernement ne s'accordent pas sur un plan d'action. Finalement, le commandant de la base décide de prendre les choses en main. Après 2 semaines d'apparition d'ovnis nocturnes, le commandant de Fort Hood prévoit un plan d'action en créant des patrouilles spéciales. Chacune est assignée à une zone spécifique et est composée d'un groupe de 4 militaires. Un technicien, un guidage, un phoniste et un opérateur radio. Si une équipe repère un ovni, elle définit son altitude précise et son azimut. Ensuite, l'opérateur radio annonce aux autres équipes sa position et la direction vers laquelle il va. Ainsi, ils savent où regarder. L'azimut est l'angle dans le plan horizontal entre la direction d'un objet et le nord. En combinant avec l'altitude, on obtient alors sa position dans le ciel. Ce genre de données est essentiel pour prouver l'existence d'un ovni. Ce plan semble fiable et il a l'assistance de chaque homme qui y participe. Pour la première fois dans l'histoire, tous les militaires veulent faire partie de ces patrouilles. Mais puisque c'est l'armée de l'air qui a la responsabilité des enquêtes sur les ovnis, c'est à eux de coordonner le plan. Une copie de l'ordre est envoyée à l'armée de l'air et tout le monde attend leur feu vert. Mais il n'est pas donné. Ces patrouilles auraient permis de recueillir des données concrètes sur au moins un type d'ovni. D'ailleurs, ça aurait dû être fait dès le départ. La vitesse, l'altitude et la taille qui sont évaluées juste en regardant un ovni manquent de précision. Ce plan nous aurait procuré de réelles informations, des preuves irréfutables. Alors pourquoi l'armée de l'air refuse-t-elle d'approuver ce plan?
Certains pensent que l'armée de l'air ne veut pas d'opération de niveau inférieur, confirmant la réelle présence d'OVNI. Ça ne me surprend pas que l'armée de l'air ait refusé d'approuver, car ça ressemble à une action et à un plan individuel. Ce commandant a pris des initiatives. Or, l'armée ne veut pas d'un type audacieux à la tête d'une base. Elle veut un type qui suit les ordres et se tait. En dépit de la réticence de l'armée de l'air à approuver officiellement les patrouilles spéciales de Fort Hood au Texas, des rapports d'apparition d'OVNI continuent d'affluer. Il y a tellement d'apparitions qu'un formulaire standardisé est créé. En une seule nuit, 50 apparitions sont signalées. Finalement, après 4 mois, elles cessent. L'armée de l'air collecte tous les rapports, puis les met de côté, en attendant qu'ils tombent aux oubliettes. Cet événement au Texas a-t-il été un des moments les plus décisifs concernant les OVNI aux États-Unis? Il y a eu des apparitions d'OVNI massives sur une période prolongée à Camp Hood et le dirigeant de la base était prêt à autoriser une enquête sérieuse. Cela aurait pu être un tournant important pour les investigations sur les OVNI en Amérique. Si elle avait été approuvée, on aurait collecté des preuves indiscutables permettant au grand public d'avoir conscience de l'existence de ces entités. Bien que cet événement n'ait pas conduit à une prise de conscience collective nationale, il a tout de même joué un rôle significatif dans l'histoire des OVNI et pourrait expliquer pourquoi les OVNI sont attirés par le Texas. Les apparitions d'OVNI de Camp Hood sont des événements majeurs. C'est peut-être ce qui a déclenché le désir du gouvernement d'avoir un entrepôt secret pour les OVNI dans cette région. Il est possible que les OVNI aient été attirés par Camp Hood à cause des armes nucléaires stockées sur place. Ces entrepôts, qui abritaient les armes nucléaires, pourraient maintenant abriter une opération militaire secrète d'OVNI. Fort Hood est en plein milieu du corridor. Cette base est-elle ce qui explique ces activités d'OVNI au Texas? Tout est grand au Texas, et leurs dossiers le sont aussi. Peut-être que si le MUFON continue d'enquêter, un jour nous comprendrons ce qui attire les OVNI. Pour l'instant, la vérité qui se cache derrière ces étranges objets qui éclairent le ciel au Texas reste dans l'ombre. Gardez les yeux ouverts quand vous voyagerez dans l'état de l'étoile solitaire, car vous pourriez être témoin de la prochaine grande apparition.